ayant poursuivi le dirigeable à la dérive pendant un certain temps, les pompiers, la police et les responsables municipaux arrivèrent rapidement sur les lieux, rejoints par d'autres résidents et observateurs curieux. Une recherche immédiate déconcerta les enquêteurs. Le dirigeable n'avait plus d'équipage. Matin du 16 août 1942. Considérée comme l'une des énigmes les plus troublantes survenues pendant la Seconde Guerre mondiale, 2 pilotes de la marine américaine disparurent apparemment sans laisser de traces depuis la cabine de leur dirigeable lors d'un vol de routine au large des côtes de la Californie. Qu'est-ce qui pourrait avoir poussé 2 militaires hautement entraînés, tous deux sains d'esprit et de corps, à abandonner en plein vol un vaisseau en état de marche? Voici l'histoire du dirigeable fantôme. La Seconde Guerre mondiale est sans doute l'un des conflits les plus documentés et revisités de l'histoire. Cependant, de nombreux événements qui se sont produits pendant cette guerre restent inconnus pour nombreuses personnes. Certains pourraient, par exemple, être surpris d'apprendre que les forces navales japonaises et allemandes ont mené des attaques près d'eux ou sur le continent américain, principalement contre des navires le long de ses côtes atlantiques et pacifiques. Tandis qu'une série d'événements ultérieurs aboutirait à la disparition inhabituelle de 2 pilotes de dirigeables américains plus tard en août, l'activité des sous-marins japonais entraîna également une autre perte mystérieuse le 7 décembre 1941. Celle d'un certain nombre de marins marchands et de soldats loin en mer. 10 minutes avant le début de l'attaque sur Pearl Harbor, à 1930 km de là, un sous-marin japonais de classe I fit surface et ouvrit le feu sur le SS Cynthia Olson, un cargo de bois de l'armée américaine à mi-chemin de sa route entre l'État de Washington et Hawaï. Après que des dizaines d'obus tirés depuis le canon de pont du sous-marin eurent atteint leur cible, l'Olson devint le premier navire américain coulé par l'Empire japonais. Les derniers à les avoir vus vivants, selon les rapports japonais, indiquent que le capitaine du sous-marin attaquant refit surface plus tard et fournit des rations de nourriture aux Américains survivants dans leur canot de sauvetage. Cependant, malgré le fait que l'opérateur radio de l'Olson resta sur le navire et transmit avec succès leur position finale aux navires voisins et aux stations côtières, aucun des 35 membres d'équipage ne fut jamais revu. Avant le début de l'attaque sur Oahu, des sous-marins japonais étaient positionnés près de l'entrée de Pearl Harbor, afin d'intercepter tout vaisseau américain tentant de manœuvrer vers les eaux ouvertes. 3 jours plus tard, 9 des 12 sous-marins japonais disponibles reçurent l'ordre de poursuivre et de couler un porte-avions américain en route vers les États-Unis. Ils devaient ensuite se déplacer vers des points d'attaque stratégiques, des entrées de ports et de voies de navigation le long du littoral américain. Au cours de la semaine suivante, du 18 au 24 décembre, les Américains assistèrent à un certain nombre d'attaques japonaises sur des navires marchands américains, très près des côtes de la Californie. Les sous-marins restèrent sur place, rôdant le long du littoral jusqu'à la dernière semaine de février. Pendant cette période, au moins une demi-douzaine de navires marchands et de cargos américains furent attaqués. Un certain nombre de leurs membres d'équipage étant tués ou abandonnant leurs navires en train de couler, certains avec leurs canots de sauvetage criblés par les canons japonais. Bien que les Japonais eussent initialement prévu de bombarder des villes côtières américaines comme Los Angeles, les commandants de sous-marins craignaient les ripostes anti-sous-marines américaines de plus en plus précises. La seule cible terrestre attaquée fut la raffinerie de pétrole d'Elwood, située à environ 128 km au nord-ouest de Los Angeles, près de Santa Barbara.
Comme de nombreux Américains craignaient désormais des attaques sur le continent en ce temps de conflit incertain, la marine des États-Unis proposa au Congrès le développement d'un programme d'aéronefs plus léger que l'air, pour des patrouilles anti-sous-marines de routine le long des côtes et des ports. Équipés de 2 bombes de profondeur Mark 17 et d'une mitrailleuse de calibre 30, ces dirigeables étaient plus que capables de couler tout sous-marin japonais qu'ils pourraient localiser. En août 1942, les patrouilles en dirigeable étaient devenues une observation courante le long du littoral californien. Cependant, en fin de matinée du 16 août, alors qu'un nageur solitaire se préparait à entrer dans l'eau, il fut surpris de voir un dirigeable émerger du brouillard matinal en train de se dissiper, volant dangereusement bas au-dessus de l'eau, droit vers sa position. Se déplaçant rapidement hors de danger, il observa le vaisseau rebondir sur le sable, puis s'écraser contre un talus escarpé. L'une de ces 2 bombes de profondeur se détacha à l'impact. Libéré du poids de la charge, il s'éleva dans le ciel et disparut à nouveau de vue. Des milliers de témoins oculaires observèrent bientôt ce dirigeable estropié tanguer lentement au-dessus de la péninsule de San Francisco. Avec son enveloppe d'hélium qui fuyait, il descendit finalement vers le sol, effleurant plusieurs toits et lignes électriques avant d'atterrir dans la rue au nord-est de Daly City. Ayant poursuivi le dirigeable à la dérive pendant un certain temps, les pompiers, la police et les responsables municipaux arrivèrent rapidement sur les lieux, rejoints par d'autres résidents et observateurs curieux. Une recherche immédiate déconcerta les enquêteurs. Le dirigeable n'avait plus d'équipage. La porte avait été laissée ouverte, un microphone relié à un haut-parleur externe pendant hors de l'écoutille ouverte. Mis à part les dommages à l'un des moteurs lors de ses nombreux impacts au sol, rien dans le vaisseau n'était dérangé. Le moteur était allumé et l'accélérateur réglé sur la position de ralenti. La radio était allumée et en état de marche. Le radeau de sauvetage et 3 parachutes étaient encore dans la cabine, accrochés à leur rack. Il n'y avait aucune preuve apparente de sabotage. Le dirigeable, désigné par son numéro comme Love 8, avait quitté la station navale voisine de Treasure Island, peu après 6 heures du matin ce même jour, piloté par le lieutenant Ernest Cody, âgé de 27 ans, et le consigné Charles Adams, âgé de 32 ans. Tous 2 étaient considérés comme des pilotes habiles. La première heure et demie de vol se déroula sans incident, les emmenant au-dessus du Golden Gate Bridge, vers les petites îles Farallon, à 48 km au large. À 7h38, alors qu'ils étaient à 6 km des îles, les hommes transmirent par radio leur position. Quelques minutes plus tard, ayant repéré une nappe d'huile suspecte, une possible indication d'activité de sous-marins japonais, ils alertèrent le quartier général de leur escadron de leur intention d'enquêter. Ce fut la dernière fois que quiconque entendit parler de l'un ou l'autre de ces hommes. Les membres d'équipage à bord de 2 navires flottant près de l'emplacement de la nappe d'huile signalée, un cargo nommé le SS Albert Gallatin et un chalutier de pêche nommé le Daisy Gray, rapportèrent plus tard leurs témoignages oculaires en lieu et place du silence radio inexplicable de Cody et Adams. À peu près au même moment où les pilotes de Love 8 avaient transmis par radio leur enquête sur la nappe d'huile, à 7h42, les 2 navires assistèrent à la chute de 2 fusées fumigènes dans l'eau depuis le dirigeable. Les pilotes auraient utilisé ces fusées pour marquer un point d'intérêt, par exemple l'emplacement d'un sous-marin ennemi, qui pourrait ensuite être ciblé par des avions bombardiers américains. L'équipe du Gallatin sonna immédiatement l'alarme et arma ses canons de pont, déplaçant rapidement leur navire loin de la zone au cas où il y aurait un sous-marin. Le Daisy Gray était beaucoup plus proche, assez pour que le second maître voie les 2 pilotes à l'intérieur de la gondole et distingue même la couleur de leurs cheveux. Ils commencèrent immédiatement à remonter leur filet de pêche, en anticipation que le dirigeable largue une bombe de profondeur sur un sous-marin ennemi.
en anticipation que le dirigeable largue une bombe de profondeur sur un sous-marin ennemi. Aucune bombe ne fut larguée. En fait, tandis qu'il restait sur place à observer le dirigeable, aucun des membres d'équipage du Daisy Gray, maintenant attentif, ne vit rien tomber de l'appareil à part les 2 fusées initiales. Pendant plus d'1 heure, ils observèrent avec appréhension, certains avec des jumelles, tandis que le dirigeable continuait à tourner en cercle autour de l'emplacement entre 60 et 90 mètres au-dessus de l'eau. À un moment, le dirigeable descendit à moins de 9 mètres au-dessus des vagues, comme si son équipage voulait jeter un meilleur coup d'œil. Les hommes sur le SS Galatine, maintenant en train de s'éloigner, dirent qu'il semblait presque posé sur l'eau. Puis, peu après 9 heures, Love 8 largua du lest, s'éleva et repartit vers San Francisco. Puisque les dirigeables patrouillaient régulièrement le littoral, personne ne pensa que les mouvements de Love 8 semblaient inhabituels. Mais ce fut peut-être la dernière fois que Cody et Adams furent vus. Pour une raison quelconque, les pilotes avaient maintenu le silence radio pendant plus d'1 heure et demie. Leur commandante à la base s'inquiétait de plus en plus. Au moment où le dirigeable fut observé quittant l'emplacement de la nappe d'huile signalée, tous les aéronefs dans les environs avaient été notifiés de surveiller un dirigeable potentiellement en détresse et de signaler tout aperçu immédiatement. 2 hydravions Kingfisher avaient également été déployés pour rechercher le dirigeable. La série suivante de mouvements du Love 8 et ses signalements observés sont, pour le moins, déroutants, car ils n'ont guère de sens lorsque resitués chronologiquement. Cela pourrait être dû soit à la nature entièrement déconcertante de cet événement, soit aux possibles altérations dans les multiples récits de cette histoire au cours des 80 dernières années. En effet, de nombreux articles de presse disponibles et séries télévisées qui ont couvert cette histoire du dirigeable fantôme évitent simplement de mentionner les allées et venues du Love 8 depuis le moment où il quitta la nappe d'huile après 9 heures, jusqu'à ce qu'elle soit vue par le nageur solitaire entrant en collision avec le talus sur Ocean Beach et larguant l'une de ses bombes de profondeur vers 11h15 environ. Cette version de l'histoire indiquerait que, pendant ces 2 heures, Love 8 dérivait simplement 48 km en arrière avec le vent, présumément de manière incontrôlée puisque les 2 pilotes pourraient être tombés pendant que le dirigeable tournait au ralenti au-dessus de la nappe d'huile. Pourtant, cela semble improbable pour un certain nombre de raisons, y compris que le dirigeable fut observé volant de manière contrôlée et qu'il semble y avoir de multiples signalements du dirigeable entre ces 2 points dans le temps. 1 heure et demie après avoir quitté la nappe d'huile à 19h49, le pilote d'un avion Clipper de Pan American signala avoir vu le dirigeable volant au-dessus du Golden Gate Bridge. Rien ne semblait inhabituel. Love 8 paraissait sous contrôle et se dirigeait vers Treasure Island. Il est possible qu'un pilote de P-38 à proximité ait également signalé l'avoir vu près du pont à peu près au même moment. Cependant, aucun neurodatage donné ne semble exister pour le rapport du pilote de P-38, et d'autres récits de cette histoire semblent simplement inclure ce signalement particulier comme une réflexion après coup. Le pilote de P-38 rapporta apparemment la même information que le pilote du Clipper. Le dirigeable volait normalement, rien d'inhabituel. Si ces 2 signalements près du pont sont en fait vrais, le signalement suivant de Love 8 est alors presque impossible à comprendre. Les hydravions Kingfisher, présumément encore en train de chercher le long de la route prévue de Love 8 au-dessus de l'océan, furent peut-être alors informés que le dirigeable avait été repéré près du pont et redirigèrent leur course dans cette direction pour le voir par eux-mêmes. À 11h, 10 minutes après avoir été vu au-dessus du Golden Gate Bridge, l'un des pilotes de Kingfisher repéra finalement le dirigeable. Étrangement, Love 8 n'était nulle part près de l'endroit où son trajet signalé précédemment aurait dû le mener. Le pilote de Kingfisher affirma en outre que le dirigeable se comportait de manière inhabituelle, car il montait maintenant à travers la couche nuageuse, disparaissant dans les nuages à près de 600 mètres quand il le repéra.
Les conditions météorologiques de ce jour signifiaient que les valves automatiques de décharge de pression du dirigeable s'activeraient quelque part entre 600 mètres et 760 mètres. Une fois que l'altitude maximale eut causé la ventilation d'une quantité suffisante de son hélium, le dirigeable froissé descendrait alors. Si véridique, ce signalement par le pilote du Kingfisher est pour le moins bizarre. Malgré avoir été rapporté comme volant vers l'est au-dessus du Golden Gate Bridge vers Treasure Island, Love 8 paraissait maintenant avoir fait demi-tour, car il était désormais presque 25 km au sud-ouest du pont, à 5 km au large au-dessus de l'océan Pacifique. Bien que quelques minutes doivent être prises en compte pour le délai des transmissions radio précédentes, les heures signalées de ces signalements et les changements inexplicables dans le trajet de Love 8 sont apparemment impossibles. Comme si le dirigeable était soudain capable de se déplacer à des vitesses incroyablement élevées ou qu'il pouvait être à deux endroits à la fois. Lors du départ et du retour des îles Farallon, pour que le voyage ait pris 1h30 dans les deux directions, depuis juste après 6h jusqu'à 7h42, puis son retour commençant juste après 9h jusqu'à 19h49, le dirigeable aurait voyagé à une faible vitesse de croisière d'environ 30 km/h, au moins sur la première partie du voyage vers les îles. C'est une vitesse logique pour les pilotes à maintenir, ne serait-ce que pour conserver du carburant. Ils auraient voulu se déplacer à une vitesse assez lente pour leur permettre d'observer l'eau en dessous, à la recherche de sous-marins ennemis. On ignore si les pilotes étaient encore à bord quand le dirigeable se dirigeait vers la Terre. Cependant, puisqu'il fut plus tard trouvé avec les moteurs réglés au ralenti, il n'est pas clair comment le dirigeable aurait pu maintenir une vitesse constante de 30 km/h sur le voyage de retour, à moins qu'il y ait eu des vents assez forts ou à moins qu'il ne soit en fait piloté. Dans tous les cas, la vitesse aérienne maximale de Love 8 était juste au-dessus de 95 km/h dans d'excellentes conditions météorologiques. Pour que le dirigeable ait voyagé 25 km au sud-ouest du Golden Gate Bridge en moins de 10 minutes, il aurait fallu qu'il se déplace à une vitesse entre 130 à 160 km/h, ce qui aurait été impossible. Si le rapport du pilote du Kingfisher est vrai, et que Love 8 était à 5 km au large de la plage de Sarada à ce moment-là, il parut alors inverser à nouveau sa course, dérivant sur 10 km vers le nord-est. Ce mouvement est une supposition plus ou moins précise, puisque des vents forts pourraient avoir poussé le dirigeable au ralenti et maintenant dégonflé vers l'intérieur des terres, jusqu'à ce qu'il heurte finalement Ocean Beach. Quand il s'écrasa plus tard à Daly City, le dirigeable fut trouvé avec seulement 4 heures de carburant restant, ayant commencé sa patrouille avec 12 heures de carburant. La seule explication rationnelle est qu'à un certain moment, l'un des pilotes ait intentionnellement largué plus de 30% du carburant du dirigeable. Mais pourquoi ? Cette procédure était considérée comme hautement inhabituelle, sauf si, pour une raison quelconque, le dirigeable avait besoin de s'élever en urgence, en augmentant soudain et drastiquement la flottabilité. Ce largage substantiel de carburant pourrait expliquer pourquoi le dirigeable fut vu en train de disparaître, haut dans la couche nuageuse comme un ballon d'enfant, signifiant que la perte de carburant se produisit quelque temps entre 10h49 et 11h, tandis que le dirigeable voyagea d'une manière ou d'une autre la distance impossible du Golden Gate Bridge jusqu'à 5 km au large de la plage de Salada. Cette flottabilité accrue pourrait être expliquée par la perte des deux hommes à bord, bien que de multiples témoignages oculaires semblent contredire cette notion. Ces individus affirment avoir vu des hommes se déplacer à l'intérieur de la gondole même après que le dirigeable fut déjà dégonflé et dérivant au large. Tandis que nos esprits tentent de donner un sens à ce mystère, beaucoup graviteront vers la théorie communément suggérée que, pour un certain nombre de causes possibles, à un certain point, l'un des hommes tomba de la gondole, possiblement survenu au site de la nappe d'huile. Cela pourrait expliquer pourquoi l'aéronef tourna en cercle bas au-dessus de l'eau pendant plus d'une heure. La porte était laissée ouverte avec un combiné de haut-parleurs pendant hors de l'écoutille. Le pilote restant pourrait alors s'être penché hors de la porte,
utilisant le haut-parleur pour tenter de localiser ou de communiquer avec l'homme tombé maintenant dans l'eau. Le second homme pourrait alors être tombé quand il perdit sa prise sur la gondole, ou autrement en tombant pendant ses tentatives pour localiser et secourir son compagnon. Comme les eaux entourant les îles Farallon semblent attirer l'une des plus grandes agrégations de grands requins blancs au monde, on peut arguer que ces eaux sont assez dangereuses pour quiconque y tombe, même s'ils survivent à l'impact et portent un gilet de sauvetage. Bien que clairement l'explication la plus plausible, cette théorie tend à s'effondrer, en raison de témoignages oculaires contradictoires. En particulier, ceux du trajet de vol apparemment contrôlé du dirigeable vers San Francisco, comme observé par l'équipage du Daisy Gray et les pilotes qui repérèrent Love 8 près du pont. De plus, certains ont suggéré que les deux fusées furent larguées non pas pour marquer un sous-marin ennemi, mais pour marquer la position du premier homme tombé. Bien que logique, cette théorie est contredite par l'équipage du Daisy Gray, rapportant que les fusées tombèrent à 7h42, approximativement au même moment où l'un des hommes signalait par radio également leur commandement de base, pour les informer de la nappe d'huile. De plus, des journalistes interrogèrent plusieurs individus qui observèrent le vaisseau dans le ciel paraissant flétri, tandis qu'il dérivait sans but à 15 mètres au-dessus de l'eau au large. Au moins 2 individus séparés, un garçon de 17 ans dans un endroit inconnu et une jeune femme montant à cheval près de la plage où leur dirigeable s'écrasa d'abord, suivirent son mouvement lent vers la plage avec leurs jumelles et affirmèrent voir des silhouettes se déplacer à l'intérieur de la cabine. La femme déclara qu'elle était tout à fait sûre d'avoir vu au moins 3 hommes à l'intérieur. Encore plus contradictoires sont les rapports, l'un venant du terrain de golf près de l'endroit où le dirigeable s'écrasa sur la plage, qu'un homme fut vu sauter en parachute du Love 8 pendant qu'il était encore au-dessus de l'eau. Également, la marine publia une déclaration selon laquelle leur enquête montrait qu'il n'y avait aucune possibilité que les hommes aient été dans l'appareil à aucun moment pendant son vol abandonné au-dessus de la Terre. Une autre théorie est que les pilotes avaient en fait repéré un sous-marin japonais ennemi et étaient descendus pour enquêter. On spécule qu'ils furent alors capturés et soit tués, soit faits prisonniers à bord du sous-marin. La première question est pourquoi ils n'auraient pas, au lieu de cela, largué immédiatement leur bombe de profondeur, plutôt que de risquer une enquête aussi dangereuse et apparemment inutile. Et si cette théorie était vraie, qui pilota le dirigeable vers San Francisco, comme observé par les membres d'équipage sur le Daisy Gray et les pilotes qui repérèrent Love 8 près du pont. Une autre théorie est que les 2 hommes étaient impliqués dans un triangle amoureux avec une femme inconnue. Selon cette théorie, l'un aurait assassiné l'autre dans une rage de jalousie, puis fui quand le dirigeable atteignit la Terre. Cette théorie semble aussi une dramatisation impossible. Bien que le meurtre intentionnel ou non intentionnel de l'un des pilotes donne de la crédibilité à la façon dont l'un d'eux pourrait être initialement tombé, elle échoue à expliquer les témoignages oculaires, les mouvements étranges du dirigeable et à quel point le second pilote aurait pu s'échapper de l'appareil en vol. Si cela était même vaguement vrai, alors il pourrait avoir sauté vers sa mort par culpabilité ou possiblement survécu au saut dans l'eau et passé le reste de sa vie à se cacher en exil par peur des conséquences. L'aspect le plus contradictoire de cette dernière théorie est de demander pourquoi le pilote fautif n'aurait pas simplement expliqué la mort de son compagnon comme un accident. Des suggestions plus inexplicables sont que les 2 hommes travaillaient ensemble sur un plan pour déserter, abandonnant leur devoir militaire ou qu'ils pourraient avoir espionné pour les Japonais. Possiblement la plus sensationnelle est qu'ils furent en fait enlevés de leur appareil par une intervention extraterrestre. Une théorie qui ne semble pas encore avoir été suggérée est la théorie paranormale de glissement dimensionnel ou temporel. 3 ans après la disparition des pilotes du Love 8, 5 bombardiers torpilleurs de la marine américaine désignés comme Flight 19 décollèrent de Fort Lauderdale en Floride et ne revinrent jamais. Ces pilotes rapportèrent avoir subi des dysfonctionnements de boussole et une désorientation avant leur transmission radio finale.
Si la radio du Love 8 fut trouvée en état de marche et les pilotes à bord du dirigeable, pourquoi auraient-ils maintenu le silence radio, à moins qu'il n'y ait eu une interférence électromagnétique possible avec leur transmission? Le mouvement apparemment impossible du dirigeable, d'au-dessus du Golden Gate Bridge, à l'endroit où il fut alors vu des kilomètres plus loin dérivant dans les nuages, pourrait-il être expliqué par un glissement dimensionnel? Et comme les hommes semblent disparaître ou même réapparaître avec un compagnon supplémentaire à l'intérieur de la gondole, leur mouvement possible entre dimensions se compare-t-il à celui d'autres légendes urbaines, comme en 1954 quand un homme arriva par avion à Tokyo d'un pays inconnu appelé Taured, disparaissant plus tard mystérieusement d'une chambre verrouillée pendant qu'il était détenu par la police japonaise. Comme avec l'emplacement spécifique de tels mythes comme le triangle des Bermudes, et si les îles Farallon, connues aussi comme les Dents du Diable, avaient une forme d'influence paranormale qui leur était propre. À ce jour, Ernest Cody et Charles Adams ne sont pas les seuls hommes à avoir disparu mystérieusement, à proximité de ces petites îles rocheuses au large des côtes de San Francisco. Jim Gray était et reste un scientifique informatique commémoré, ayant reçu le prix Alan Turing en 1998 pour ses contributions significatives aux systèmes informatiques mondiaux. Il était aussi un marin expérimenté. Par une journée de temps calme et clair au début de 2007, il informa sa famille qu'il avait l'intention de naviguer vers les îles Farallon pour disperser les cendres de sa mère. Comme Cody et Adams, il ne fut jamais revu. Comme avec les pilotes du Love 8, une recherche extensive de la garde côtière sur près de 340 000 km² d'océan ne trouva rien. Un balayage sonar avancé de 780 km² de fond océanique entre le Golden Gate Bridge et les îles révéla plusieurs épaves de navires. Une caméra robotique sous-marine confirma qu'aucune n'était le voilier de Jim. Des questions se posent sur pourquoi, s'il avait fait naufrage, il n'avait pas envoyé un signal de détresse. De plus, la garde côtière confirma que son navire aurait été équipé d'une balise GPS d'urgence qui aurait dû s'activer quand exposé à l'eau de mer. Aucun signal ne fut jamais reçu, ni aucune explication ferme déterminée sur comment un marin expérimenté et un voilier de 12 mètres pouvaient simplement disparaître. Tandis que presque toutes les explications pour ces disparitions et d'autres similaires amènent souvent plus de questions qu'elles ne donnent de réponses, nous tournons nos pensées vers les familles et les proches des disparus. Ce sont eux qui passeront sans doute leurs vies à se demander ce qui s'est vraiment passé, bien au-delà de ce qui peut être dit et de nos propres curiosités. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.